numéro de votre matinale Nopinden de l'année 2021. Mesdames et messieurs, si vous nous suivez, sachez que nous sommes le 4 janvier 2021 et vous avez le privilège de suivre le premier numéro de cette année. Recevez également nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2021. Quant à nous, nous vous renouvelons notre engagement à toujours mieux vous servir. Bonjour Alain. Bonjour Roch Aurélien Akwenon, heureuse année à vous. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous saluons et nous sommes heureux de vous savoir nombreux à nous suivre. Et oui, comme le disait Roch, c'est un plaisir renouvelé, un bonheur de vous servir chaque matin sur votre émission Nopinden. Puisse cette année 2021 être pour vous une année de bonheur, de paix, de santé et surtout de réussite. Absolument. Et mesdames et messieurs, depuis le 1er janvier de cette année 2021, vous le savez, les horaires de travail dans l'administration publique béninoise ont changé. Les travailleurs sont appelés à sortir plus tôt désormais du service pour, a-t-on dit, mieux s'occuper de leurs enfants à qui ils ne consacreraient pas assez de temps. Bonne décision, mais les fruits tiendront-ils la promesse des fleurs, Alain? Belle question à laquelle nous essaierons de répondre avec nos invités sur ce plateau. Ils seront là d'un moment à l'autre. Est-ce vraiment judicieux cette décision du gouvernement? Pourquoi 17h30 au lieu de 16h? Se pose comme question certaines personnes. Alors, mesdames, messieurs, est-ce que les parents et surtout les pères vont se retrouver vraiment avec leurs enfants? Est-ce que les bistrots ou bien les buvettes ne vont pas les accueillir au lieu des foyers? Autant de questions autour desquelles nous allons donc mener le débat du jour. Absolument, et nos invités sont déjà dans ce studio. Dans quelques petites minutes, vous aurez le plaisir de les découvrir autour de cette table. Mais avant, mesdames et messieurs, nous allons vous installer avec les merveilles du Bénin. Aujourd'hui, nous allons à Grand Popo pour y découvrir les merveilles de cette localité. Voilà, nous étions à Grand Popo où nous avons pu admirer les merveilles touristiques de cette localité, hein, Alain? Et oui, Grand Popo, la ville où il fait frais, la ville où la mer vous accueille, l'océan vous ouvre les bras, la ville où, d'une vue aérienne, vous contemplez des merveilles comme vous l'avez vu tout à l'heure, mesdames, messieurs. Ouais. C'est assez intéressant, vous êtes au Bénin ou bien vous avez envie de venir au Bénin, eh bien faites le programme de faire un tour. Il y a également des complexes hôteliers à Grand Popo pour vous accueillir. Vous ne serez pas du tout déçus. Vous pourriez même peut-être tomber sur des pêcheurs un de ces matins et vous allez tirer vous les allez filets. les aider à tirer les filets. Et à la fin, ils sont tellement gentils, ils vont vous donner quelques 2 ou 3 poissons. Je l'ai expérimenté une fois. N'est-ce pas? Ils m'ont donné du poisson, mais c'était beaucoup. Ah ben oui, c'est un peu plus généreux. Voilà. C'était à la fois du sport pour nous, mais à la fin, il y avait
avait beaucoup de poissons dans la nasse. Absolument. On a pu Moi aussi, j'ai eu le bonheur de participer à cette pratique. Je crois que ça doit être en 2012, 2013, comme ça. Voilà. C'était super bien. Il y a une équipe qui tire le filet de l'autre côté et puis on finit par se croiser. Il y a une autre équipe et puis bon, c'est après, formidable. La nasse est remplie de poissons. Mais là, vous incitez, vous donnez envie aux non-béninois de venir découvrir votre pays. Oui, je vous assure. Et c'est l'occasion de dire merci à certains confrères camerounais et togolais qui ont adopté cette matinale comme leur tasse de thé et qui ne ratent pas cette émission. Il y a le Camerounais Christian Dior qui nous a envoyé un message de félicitations. Nous vous disons merci également. On en profite pour saluer toute la communauté camerounaise résidant au Bénin. Et il y a également Messanvi Assogbagé. Oui, bon, voilà. Excusez si j'ai écorché le nom. Lui, il est togolais. Voilà. Il est togolais. Merci à vous. C'est dit donc qu'il y a toute une famille internationale qui se forme autour de nos Nopiden désormais. Tout à fait. Alors, après avoir regardé ces merveilles du Bénin, plus précisément de Grand Popo, nous allons enchaîner, toujours en beauté et dans la gaieté. Ah, oui. Et il est là pour nous faire rire. C'est la joie de la nouvelle année. Absolument. Et il est venu avec plein de promesses. Oui, il veut non seulement nous permettre de démarrer la journée en beauté, mais plutôt l'année en beauté. En sourire, en humour. Quelle que soit la situation. Quel que soit ce qui se passe. Bratier, il s'appelle. Bonjour Bratier. Heureuse année. Réciproque. Oui. Vous avez bien fêté? Oui, très bien. Oui, tranquille. Nous continuons d'ailleurs de fêter. Sur ce plateau, c'est la fête. Moi aussi, j'ai bien fêté. Surtout qu'à l'approche des fêtes, la mathématique m'a sauvé. Ah ben oui? Oui, parce que j'avais déjà les aliments, les boissons, il me manquait la viande. Ah bon? Donc j'ai fait un petit calcul un matin. Oui. 1 kilo de viande est égal à 1500 francs. Alors que le chat de mon voisin, lui, il pèse 8 kilos. Donc, je me suis rendu compte en fait que c'était 12 000 francs qui circulaient au dehors et personne n'a jamais réagi. Combien circulait? 12 000 francs qui circulaient au dehors. Oui, personne n'a jamais réagi. Le chat était bien dodu. Lui, il est là et on souffre de Et qu'est-ce que vous avez fait? Non, il a dormi dans ma mamie cette nuit-là. Mais vous avez commencé l'année avec le chat d'autrui. Ça c'est pas un bon signe. Sachez que votre voisin va déposer une plainte. Non, le lendemain, il s'est mis à chercher le chat. Je me suis même levé, j'ai cherché le chat avec lui. On a fouillé la maison, mais on n'a rien trouvé. Non, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes un voisin à craindre. Vous avez fait comme si de rien n'était. Oui. Alors que vous êtes copieusement régalé du chat du voisin. Et donc, c'est la mathématique qui vous a servi. Exactement. Donc, c'est important d'étudier les mathématiques à l'école. Mais comment, c'est à vue d'œil, comme on le dit, que vous avez estimé le poids du chat? C'était le 24, donc je me suis dit que c'est Jésus qui m'a inspiré. Donc, ce n'est plus un péché. Vous avez vos yeux sur le chat il y a longtemps. Donc le chat du voisin fait 12 kg. Voilà. 12 kg. C'est 8. Ah, 8 kg. Le kilo est à 1500. Sacré Bon, Bratier. je vais parler des voleurs. Vous savez, on est en période de fête. Donc, il y a toujours les cas de vol et tout. Oui. Et il y a un voleur qui a été attrapé la dernière fois. Oui. Dans les commerçants, les hommes diamants, tout le monde le frappait. Oui. Et il y a un vieux qui est sorti, il dit arrêtez de le taper, vous allez finir par le tuer. Tuez-le, c'est mieux. Quand le type a entendu tuer-le, c'est mieux. Il a soulevé la tête, il dit ils n'ont qu'à faire quoi? Quand tu as vu les gens en train de me frapper, est-ce que tu as demandé ce que j'ai fait d'abord? Moi, je ne suis pas pressé de mourir. Frappez-moi. Frappez-moi. Il préfère qu'on le frappe plutôt que de le faire. Ils sont comme ça. Si on peut le frapper au point où il pourrait retourner chez lui, il va se retrouver au commissariat en Il va vie. pressé de rentrer chez lui. Ils peuvent le frapper. Vous connaissez la règle, c'est 375 en temps. Ah oui, hein? L'essence coûtait 375. Et puis ça y est, la vindicte populaire passait par là. Voilà, bon. Heureusement que les autorités ont interdit maintenant la vindicte populaire. Donc, quand vous attrapez un voleur, il faut le confier à la police républicaine qui sait ce qu'il faut faire. Il ne faut pas le tuer. J'aimerais que les Africains comprennent qu'on n'a pas les mêmes organismes que ceux de l'extérieur. Moi, mon voisin, il a l'habitude de manger de la pâte, du riz ou du haricot les matins. Oui. Donc, hier, il a fait l'essai de jouer au blanc. Il a pris du thé avec un petit pain. Avant d'arriver au boulot, il s'est évanoui. Il a perdu connaissance et c'est de l'eau qu'on a mis sur lui avant qu'il ne se réveille.
Non, attendez. Bon, on va devoir demander à Brati de nous retrouver après. Oui. Je ne peux plus. En tout cas, vous avez compris, il en a assez. Il n'a pas eu le temps d'aller pour le travail. Il en a assez de ces blagues-là, mesdames et On a dû messieurs. remercier de le. Sur lui avant qu'il ne se réveille. Bon, et après, on lui a donné quoi? Non, il est parti. recyclé. Lui, jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui s'est passé. Ah, qu'est-ce que c'est pas encore rendu? C'est le thé avec le Non, petit on bec. lui a rien dit non plus. Ah bon. Très bien. Bon, allez, nous sommes en période de faire. Il faut bien manger. Il revient, Eh oui. Bratier, il revient vers la fin de cette émission. Voilà. Gardez votre position d'écoute et de suivi pour ne pas rater ce qu'il nous propose pour terminer cette émission en beauté. Mesdames et messieurs, vous avez certainement aimé. C'est comme ça que ça se passe ici les matins sur votre matinale Nopinel. Nous sommes très heureux de l'entamer avec vous cette année encore. Après l'instant humour, Nous allons Alain, rentrer dans l'ambiance musicale et ce matin, nous avons, mesdames, messieurs, le bonheur de partager avec vous une voix féminine. oui, elle s'appelle Ramon. Voilà, ouais. Ramon qui- Ramon, c'est avec elle que nous allons démarrer le clip du jour sur cette émission au cours de cette année 2021. Elle nous chante Biowa. Biowa. C'est ce que nous allons découvrir dans le clip du jour. Asia. Meto bioate. Viva we mibia. We mauna na we. Chicha hopodo. Meto bioate. Akwe no mibia. We mauna na we. Meto bioate. Asonga kweka. We mauna na we. Dona viva. Meto bioate. We mauna na we.
c'était Ramon qui nous chantait Bioa. Elle implore la bénédiction divine sur vos projets. C'est bien ce qu'elle chante, Alain, ce matin. Oui, absolument. Ouais. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, déclare la Bible. Alors, en début d'année, quoi de plus normal que de vous souhaiter le meilleur. Et donc, en musique, dans la bonne humeur. Et ouais, ça va être toujours comme ça jusqu'en décembre 2021. Absolument. Voilà, nous disons merci à Ramon que nous allons retrouver aussi vers la fin de cette émission. Nous allons tout de suite, comme je vous le disais à l'entame de cette émission, installer le plateau de discussion. Nous allons parler du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise pour voir quelle serait son efficacité. Ce sera juste après ceci. Nos invités, ils sont là. J'ai l'honneur de vous présenter Armel Dosso-Kago. Vous le connaissez très bien, c'est un habitué de ce plateau. Bonjour Armel. Bonjour Roch. La pleine forme? Oui, ça va. Meilleur vœu à vous. Vœu réciproque. D'accord. Apparemment, vous n'aimez pas qu'on vous forme les vœux. Pas du tout. D'accord. Mais au moins, vous avez reçu les vœux de Ramon. Eh ben oui. Que vos projets soient exaucés. Laissez cette histoire de vœux là. Est pas D'accord. Oui, il est syndicaliste. Hein. Oui, et puis Amel reste Amel. Voilà, tout à fait. En face de Armel, nous avons M. Condé Ogushina. Il est ancien directeur de la Radio Nationale du Bénin. Bonjour. Bonjour. Mon DR. Bonjour Roch. Vous avez bien fêté aussi? Ça va, je rends grâce à Dieu, ça s'est très bien passé. Très vous, bien. vous, au moins, vous ne refusez pas les vœux. Non, non. Les vœux à vous, alors. Bonne année à vous et à tous les téléspectateurs de BB24 et de l'Opinden en particulier. Merci Merci beaucoup. DR. Et vous êtes très bien habillé. Dites Je vous merci en à prie. votre styliste. Merci. Oui, tout à l'heure au téléphone, nous aurons le professeur titulaire des universités en gestion. Il s'appelle Emmanuel Roncourt. Nous allons le recevoir au téléphone tout à l'heure pour participer à cette émission sur la thématique réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. Pour quelle efficacité, Alain? Eh oui, l'efficacité, qu'est-ce que c'est? L'efficacité sera-t-elle au rendez-vous de mise avec cette réforme qui fait que désormais, depuis d'ailleurs le 1er janvier dernier, le 1er janvier étant en férié, donc depuis le 2, et puis donc disons aujourd'hui lundi, voilà, ce lundi 4 qui est le jour officiel, donc cette réforme va prendre corps, les fonctionnaires, les travailleurs de l'administration publique et peut-être pourquoi pas privés également vont se retrouver à sortir à 17h30 au lieu de 18h30. Alors, dites-nous, Monsieur Ogushina, tout de suite, qu'est-ce que ce type de réforme vous inspire? Je crois que c'est une réforme qui est attendue, qui était attendue en réalité, parce que je me souviens qu'en 2015 déjà, il y avait eu des études et un certain nombre d'activités qui ont été menées dans le cadre de revoir les horaires de travail dans l'administration publique. Donc pour moi, c'est une suite logique d'un certain nombre de choses qui se préparaient depuis un certain temps, qui consiste à revoir l'horaire de travail. Donc je suppose que l'horaire que nous avons adopté jusque-là pose problème, parce qu'on ne change pas pour changer. D'accord. Quand on veut changer, c'est parce qu'on veut améliorer les choses. On Très bien. veut avancer. Nous allons voir si ce qu'on a changé va améliorer. Mais qu'est-ce qui peut avoir suscité ce changement, cette amélioration dont vous parlez? Bon, j'ai vu circuler comme ça sur les réseaux sociaux une étude qui a été réalisée en prélude au changement des horaires. Et j'ai retenu quelques points dans cette étude. J'avoue que j'avais lu ça en diagonale. Je ne savais pas que je serais sur un plateau pour en parler. Autrement, j'aurais pris mon temps pour approfondir un certain nombre de choses. Mais l'étude indique que ça apporte un gain substantiel d'économie et en termes de milliards. De ce que j'ai lu, donc économie, on va économiser l'électricité, on va économiser l'eau. Il va y avoir une meilleure qualité de vie du personnel agent public et donc cela prédisposerait à avoir de bons rendements. C'est ce que j'ai lu dans l'étude et l'étude a dit, et un communiqué de la ministre la dernière fois dit que ça permettrait d'avoir une vie familiale un peu plus
épanouis. Donc les parents auront la chance, la possibilité d'être un peu plus avec leurs enfants, suivre un peu les enfants dans les études, faire un peu de loisirs aussi avec les enfants, donc une vie familiale un peu plus épanouie. Bon, donc voilà, j'ai pas fait d'autres études, j'ai pas vu d'études contraires, donc je m'en tiens à cette étude-là qui a été publiée, à ces résultats qui ont été portés à la connaissance du public avant que le gouvernement n'entérine sa décision du 9 décembre dernier. Voilà. Et le 23 décembre dernier, Alain, si vous permettez, je lis le communiqué qui dit ceci. Le ministre du Travail et de la Fonction publique communique conformément aux dispositions du décret 2020-577 du 9 décembre 2020 portant réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique et pour compter du 1er janvier 2021, les nouveaux horaires de travail sont les suivants sur toute l'étendue du territoire national. Matin, 8h à 12h30 minutes. Pause, 12h30 minutes à 14h. Après-midi, de 14h à 17h30 minutes. Tous les agents publics sont en conséquence invités au respect scrupuleux de ces nouveaux horaires. Et c'est la ministre Adjat Matitz qui a signé ce communiqué. Armel Dossou-Kago, excusez, vous avez eu également connaissance de cette décision qui a été prise en tant que syndicaliste. Est-ce que vous pensez que cette décision de revoir les horaires de travail est la bienvenue? Oui, mais comme vous le dites, moi je suis syndicaliste, donc ce qui m'intéresse, c'est les conditions de vie et de travail des travailleurs. Ce n'est pas que cette décision soit opportune pour le gouvernement ou pas, c'est pas voilà mon problème. Le gouvernement, c'est d'ailleurs le gouvernement qui a pris sa décision, donc il aurait plutôt pris sa décision en toute connaissance de cause. Pas pour lui, mais pour comme vous le dites, le bien-être de vos syndiqués. Ce que ça apporte à l'État ne m'intéresse pas, c'est ce que ça apporte aux travailleurs qui m'intéresse, c'est tout ce que je veux dire. Alors, ce que ça apporte aux travailleurs, il y a une chose qu'il faut déjà reconnaître. La première chose, c'est que les réalités ne sont pas les mêmes dans les villes que dans les milieux un peu plus reculés, si vous voulez. Et d'ailleurs, je crois que c'est Cotonou et Calavi seuls qui partagent la même réalité au Bénin. Même Porto-Novo, Parakou et les autres grandes villes ne partagent pas la même réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faut intégrer le fait que dans les autres villes, à part Cotonou et Calavi, les gens rentrent à midi pour aller manger à la maison et reviennent. Ils n'ont pas l'habitude des cantines et des restaurants. Donc, eux, contrairement aux gens de la ville, ils ont besoin de 1 heure au moins ou 1h30 pour rentrer chez eux, se faire manger, se préparer et revenir au boulot. Ce qui n'est pas le cas des gens qui sont en ville, qui auraient voulu aller manger rapidement quelque part à côté et revenir au boulot. Mais même dans ce cas, le problème qui se pose, c'est que tout le monde n'a pas de cantine au niveau de leur boulot. Et donc, ils sont obligés de se déplacer d'une manière ou d'une autre, d'aller manger, de revenir, de prendre une petite pause avant de travailler. Ça a dû influencer beaucoup la décision parce que si je suis allé dans ces détails, c'est d'abord pour dire que ça a été une décision participative. Les syndicats ont été associés, je ne dirais pas associés, mais ont été consultés d'une manière ou d'une autre. L'équipe technique qui a fait le travail d'étude sur le terrain a discuté avec la plupart des syndicats. Et après, lorsque le rapport était prêt, le gouvernement a vulgarisé le plus possible le rapport. Ce qu'on peut retenir, c'est que la plupart de ceux qui ont été consultés ont souhaité une journée continue. Mais lorsque vous prenez la journée continue, il fallait tenir compte des réalités que je venais de citer un peu plus haut, c'est-à-dire l'heure de pause, on ne peut pas faire 30 minutes de pause pour les raisons que je venais de citer. Tout à fait. Mais le gouvernement a décidé, donc globalement, prendre une décision qui arrange tout le monde, qui est de 1h30. C'est l'explication qu'on a eue des sources proches de la décision après, parce que comme je vous l'ai dit, de la consultation, ce qui était prévu ou ce qui a été largement partagé, c'était d'avoir une journée continue. La deuxième chose, c'est que on a évoqué la question des partenaires techniques et financiers qui en réalité travaillent et prennent 1 heure de pause et travaillent à partir de 14h. Et entre 14h et 15h, s'ils ont des choses importantes à faire, c'est qu'ils n'ont pas d'interlocuteur dans l'administration publique. Donc il fallait tenir compte aussi de ça. Donc l'un mis dans l'autre, ça a été la plupart des choses qu'on a dû prendre en compte pour prendre la décision. Maintenant, en ce qui concerne les travailleurs, c'est déjà bien. Comme le dit un ami, c'est en allant qu'on s'en va. Si on est passé de 18h30 à 17h30, c'est-à-dire qu'on peut toujours revenir
venir à 16 heures comme beaucoup le souhaitent actuellement. Et il y a un point important, c'est que le gouvernement a décidé de mettre en application ça d'abord et de prendre une période d'essai, d'évaluer après et de savoir s'il faut revoir ou il ne faut pas revoir. Donc il y a une chance pour que l'on revienne à 16 heures comme beaucoup le souhaitent d'ailleurs. Maintenant pour les travailleurs, je crois quand même que c'est une très bonne chose parce que déjà les 2h30 de pause, c'est beaucoup. Et après, dans la suite de la journée, vous n'êtes pas efficace sur le travail. Et non seulement ça, le fait de quitter le boulot tard joue beaucoup sur la vie familiale, comme vous le dites. Il y a plein de choses. Il y a les enfants, il y a la vie familiale. Il y a des gens qui ne connaissent pas souvent leurs enfants. Et connaître, je ne parle pas de se voir physiquement, mais connaître dans le fond les enfants pour savoir leur personnalité. Parlant justement de la vie de famille, Monsieur Koundé, dites-nous, il y a par exemple des sociétés, des entreprises d'État qui ne sortent pas à 17h ou à 18h30. Il y a des gens qui sortent à 21h, à 22h. Si nous prenons le cas des entreprises de presse, par exemple, est-ce que cette décision arrange les travailleurs de ces sociétés? Bon, il faut avouer qu'on parle d'agents publics pour ce qui est de la décision. Et donc, si on veut parler de façon triviale, il s'agit de fonctionnaires. Tout à fait. Et donc, si vous êtes dans le domaine de la presse et que vous n'êtes pas agent de l'ONIP ou de l'ABP, qui sont les structures de presse de l'État, vous n'êtes pas concerné par cette décision. Vous continuerez à travailler comme vous voulez. Après, ça pourrait vous créer quelques problèmes si vous devez interagir avec l'administration, puisque l'administration aurait modifié son horaire. Et donc, si vous avez envie, vous, d'aller dans l'administration à 18h, vous ne pourrez plus le faire. Vous êtes obligé de revoir vous-même votre horaire de travail. Donc, ça va avoir une influence sur les agents du privé, même si cette décision ne s'applique pas aux agents du privé. Pour revenir plus spécifiquement à votre question sur de la presse et la vie familiale, c'est vrai que rentrer un peu plus tôt, effectivement, ça permet aux uns aux autres, comme le dit Armel, de connaître les enfants. les enfants. Donc, de vivre avec eux, de partager leur joie, de partager leur peine, de les découvrir davantage. Parce qu'il arrive souvent que quand les établissements appellent les parents et se plaignent d'un comportement de leurs enfants, ils sont tous étonnés. Ils disent, mais non, je ne retrouve pas mon enfant à travers ce que vous dites. Ils sont surpris d'entendre les choses à propos de leurs enfants. Quelquefois horribles. Ça veut dire que quelquefois l'éducation des enfants échappe aux parents. Ce que les parents voient le matin ou le soir quand ils rentrent, ce n'est pas la réalité. Il faut rester avec les enfants, il faut vivre, il faut les découvrir, il faut les tester pour les connaître davantage. Et donc, sans doute que cette décision permettra aux parents de passer plus de temps avec les enfants, de les découvrir et de corriger ce qu'il faut corriger avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, est-ce que cette décision implique que les enfants aussi commencent à sortir à 17h30? Il faut avouer que la décision est muette là-dessus. Et pour moi, je pense que ça fait partie des faiblesses de la décision, qu'on aurait pu faire une réforme plus générale, plus globale. De sorte qu'il y ait un alignement des horaires au niveau des agents publics, donc dans la fonction publique et dans l'administration publique, et également au niveau des établissements publics, des collèges, lycées et autres. Je sais qu'il y a beaucoup de collèges, de lycées déjà qui, notamment de privés, qui ont des horaires aménagés, qui travaillent en continu, sortent à 15h ou à 16h pour d'autres. Et il y a eu par le passé, si vous vous en souvenez bien, un communiqué de ministre qui leur demandait rappelé que les horaires sont connus, il faut se conformer à la réglementation en vigueur, sauf à obtenir une dérogation spéciale. C'est ce que le communiqué du ministre avait dit entre-temps. Donc, le ministre de l'enseignement secondaire, qui avait passé ce communiqué-là. Donc, cette réforme-là, en principe, parce que quand vous regardez le fonctionnaire, en réalité, il est aligné sur l'horaire également de ses enfants. Les gens, ils quittent la maison ensemble avec les enfants. Et qui vont les déposer à l'école. Ils attendent le soir à 19h en sortant du bureau. Et donc, s'ils doivent sortir à 17h30 et que les enfants sortent à 19h,
ce qu'on veut régler, on pourrait ne pas le régler. Les parents sont obligés d'attendre où on ne sait même pas là, ils vont attendre dans leur voiture, les restaurants, aux abords des écoles. Ou bien ils vont continuer par rester au bureau en travaillant, ce qui va créer des heures supplémentaires. Mais ces heures supplémentaires, le gouvernement pourra-t-il les payer? Non, il n'y a pas d'heures supplémentaires quand on ne vous demande pas de faire ce travail. Ici, c'est de votre propre chef. Que vous restez au bureau, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Et le cas que vous évoquez, justement, c'est parce que le parent ne sait pas où aller qu'il reste au bureau. Et donc, il n'a pas droit aux heures supplémentaires. Il faut être direct là-dessus. Si la loi, la décision qui est prise reste muette, comme l'a dit M. Ogouchinan tout à l'heure, sur le cas des établissements scolaires, à quoi bon avoir pris cette décision si tant est qu'on dit que c'est pour permettre aux parents, aux travailleurs, justement, de mieux s'occuper de leurs enfants? D'abord, il faut faire la part des choses. La première chose, c'est que vous voyez à des moments donnés à travers les personnalités, les décisions qu'ils prennent. Vous avez vu lorsque le ministre de la Famille a pris, le ministre de la Fonction publique plutôt a pris la décision, elle a parlé de la vie familiale. Et lorsque vous voyez la personnalité, vous comprenez. Dans le même temps, lorsque vous voyez les décisions du ministère de l'enseignement secondaire, faites un feedback sur les décisions des 30 heures ou du port de kaki, vous comprenez qu'il y a un peu d'agitation autour pour ne pas être trivial. Donc, je crois quand même que ce n'est pas à tenir compte de ça. Et il aura le temps de changer comme d'habitude. Donc, en ce qui concerne les écoles, je disais tantôt qu'il faut faire la part des choses parce que déjà, à la maternelle, les enfants sortent à 16 heures, je crois bien, et au niveau du primaire, les enfants sortent déjà à 17 heures. Le problème se pose spécifiquement au niveau des établissements secondaires. Et j'ai discuté avec un syndicaliste enseignant qui me disait que ce qui est prévu, c'est qu'il doit y avoir une harmonisation progressive. Et donc, étant donné que ceux qui enseignent au niveau de l'enseignement secondaire sont aussi des fonctionnaires, la décision doit pouvoir s'appliquer à eux. Peut-être pas à l'instant, mais qu'il y aura un réaménagement progressif où on va essayer d'harmoniser la décision à tous les secteurs. D'accord. C'est vrai que les emplois du temps, comme on dit, ont été élaborés en début d'année. Ce n'est pas facile à un censeur de devoir tout réaménager pour s'adapter à la nouvelle donne. Et donc, sans doute qu'on va rester sur ces horaires-là, peut-être jusqu'à la fin de l'année scolaire, quitte à adopter de nouveaux horaires. D'accord. Mais de toute façon, à la rentrée prochaine. En l'état, c'est déjà pas mal parce que les parents vont sortir avant les élèves et ils vont chercher les élèves. C'est déjà pas mal. C'est mieux que les enfants sortent et traînent dehors dans la cour, ce qui est un peu plus grave, et qu'après les parents sortent quand l'élève sort à 17h30 ou à 17h par exemple, le parent doit sortir à 18h30. Ça fait 1h30 que l'enfant met du temps à se balader, même parfois à 19h ou parfois même à 20h quand ils prennent du temps au boulot pour aller chercher les enfants. Aujourd'hui, au moins, on est sûr quand même que ça va être, c'est déjà un peu proche de la sortie des enfants. Le problème est à moitié réglé. Mais comme on le dit déjà, il faut aller rapidement vers l'harmonisation ou même améliorer pour qu'à 16h, les parents sont dehors, plus tard à 17h, les enfants aussi sont dehors. D'accord. C'est votre souhait. Nous allons voir, est-ce que c'est aussi le souhait des parents à qui nous avons tendu notre micro dans la ville de Cotonou. Nous allons voir avec la complicité de la régie, justement, découvrir cette Vox Pop pour voir les réactions des parents. Par rapport aux nouvelles horaires de travail, j'ai compris que le gouvernement a fait un effort très louable. Dans la mesure où le personnel va quitter le boulot très tôt et je pense qu'il y aura la stabilité au niveau des foyers parce que parfois les gens quittent tard, on se cache derrière le travail pour dire que c'est par rapport au boulot et la stabilité au niveau du foyer, ça pose problème. Ce que l'État aussi va gagner, c'est par rapport à l'énergie électrique. Vous savez, quand on reste tard au bureau, on abuse de l'énergie électrique. Je pense que l'État va en tirer pour profit à ce niveau-là. Au Mali, les gens sortent à 14h. Dans d'autres pays, c'est 16h. Moi, quand j'ai entendu parler de réaménagement des heures de travail, je me suis dit, voilà, peut-être on va suivre l'exemple du Mali où que tout au moins va nous permettre de sortir à 16h. 17h30, c'est 1 heure seulement de différence. 1 heure avec le go-slow, le trafic, la circulation. On se retrouvera chez soi autour de 18h, 18h30. Et ça permet vraiment de
faire autre chose avant la nuit, je ne pense pas. Mais si on nous avait permis quand même carrément de supprimer la pause de midi, qu'on travaille ou que ce soit une pause de 30 minutes, le temps qu'on se restaure et qu'on vienne continuer, qu'on nous permette de rentrer plutôt à 14h, 15h, comme ça, on pourra faire autre chose. On pourra faire beaucoup d'autres activités. Le fonctionnaire va cesser d'être seulement celui qui attend l'État pour manger. Il peut mener d'autres activités génératrices de revenus. Je peux avoir un bar que je vais aller ouvrir après la sortie, vendre quelque chose. Je peux avoir une boutique ou m'investir dans d'autres activités. Vraiment, je pense que mon souhait, c'est que l'État fasse un peu plus dans ce sens. Ce n'est qu'un décalage qu'ils ont fait. Moi, j'aurais souhaité vraiment que si on pouvait faire encore d'autres réaménagements pour que la sortie puisse être à 17h, ça va plus arranger les femmes. Parce que les femmes souffrent trop. Nous tous, nous venons au service, hommes comme femmes, mais quand on rentre, c'est la femme qui se charge encore du ménage. Premier avantage, on rentre vite pour voir les enfants, voir nos épouses. Deuxième avantage, c'est qu'il aura une fluidité dans la circulation. Parce qu'avant, tout le monde sort à 18h30 et il a l'embouteillage. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cela. Seulement qu'il y a un côté qu'on aurait pu faire un clin d'œil, j'allais dire, aux musulmans. Parce que, comme vous le savez, le vendredi, c'est un jour de fête également pour les musulmans. Vous voyez? Et nous prions, il y a une prière qu'on fait les vendredis. Et c'est à l'heure de pause. Vous voyez? Et maintenant, ça a été réduit. C'est vrai que beaucoup de mosquées prient maintenant à 13h, mais ça ne suffit pas. Le musulman n'est pas à l'aise de faire sa prière de vendredi parce qu'il est pressé de retrouver au service. Vous voyez? Donc, à ce niveau, le vendredi, on pourrait faire une journée continue et finir à 13h pour permettre aux gens de prier et rentrer chez eux. Voilà, la moisson a été bonne. Hein? Les fonctionnaires, on a entendu, d'aucuns estiment qu'il faut revoir encore ces nouveaux horaires afin de permettre aux fonctionnaires de vaquer à d'autres occupations. Certaines femmes estiment qu'il faut ramener les heures de sortie à 17h ou à 16h pour leur permettre de mieux s'occuper des tâches ménagères. Il y aurait fluidité de la circulation, si on le faisait également, estiment d'autres. Est-ce que les différentes positions avancées là vous convainquent? Non, on a abordé un certain nombre de préoccupations déjà, mais je souhaiterais revenir au moins sur deux. Oui. La question de la fluidité de la circulation ne me paraît pas quelque chose d'aussi évident que ça, parce qu'on va déplacer le problème. Pourquoi il y avait embouteillage? C'est parce que la plupart des fonctionnaires sortaient à 18h30. Si la plupart des fonctionnaires sortent aujourd'hui à 17h30, on va déplacer juste le problème. Et donc, cet argument ne me paraît vraiment pas aussi évident, aussi soutenu que ça. On est lundi et on aura le temps de voir. Peut-être ce soir déjà. Ça, on verra. Est-ce que la circulation est un peu plus fluide que d'ordinaire? On aura rapidement le temps de le constater. Mais au moins jusqu'à 19h, la circulation pourrait être fluide si tout le monde sort à 17h30 et que oui, c'est ce qui se passait l'année dernière, que jusqu'à 20h, 21h30, ça se fluidifie. Ça se fluidifie. Donc, 2 heures après la sortie des bureaux, après 2 heures plutôt après la sortie des bureaux, on constate que la circulation se fluidifie déjà. Donc, moi, je pense que cet argument ne tient pas la route, mais on ne peut rien attendre. Déjà aujourd'hui, sauf que quand vous sortez à 18h30, vous rentrez peut-être à 20h ou à 21h. Cette fois, si vous sortez à 17h30, vous pouvez rentrer à 19h ou à 19h30. Oui. C'est vrai vous mettrez quand même le même nombre, le même temps. Oui. L'intérêt ici, c'est que vous rentrez un peu plus tôt. Un peu plus tôt, c'est tout. Mais l'embouteillage, ne l'évitez pas. Après, la deuxième chose, c'est la question religieuse. C'est vrai que ça fait partie des questions sensibles quand on les aborde et que d'autres pays, effectivement, ont réglé ça. Au Niger, par exemple, les vendredis, les gens, ils ont aménagé d'autres types d'horaires
pour les fonctionnaires qui sortent tôt, je crois à 13h, et donc ça leur permet, ils ne reviennent plus au bureau, ça leur permet justement d'aller à leur office religieux, d'aller prier et tout le reste. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans les éléments d'aménagement à apporter peut-être à cette nouvelle décision qui est en phase expérimentale. Et donc s'il faut évaluer tout ce qui a été fait lors de la phase expérimentale, ça fait partie des arguments que les uns et les autres pourraient apporter et qui pourraient décider les autorités à revoir un certain nombre de choses. Mais étant donné que nous ne sommes pas dans un État islamique, est-ce que cela ne pose pas de problème? Les autres religions aussi peuvent réclamer. Il y en a qui vont prier dans les églises à des heures données. J'entends bien votre inquiétude. C'est d'ailleurs pour cela que je dis que ça fait partie des questions sensibles, les questions religieuses que... Même si on présuppose que les dimanches sont consacrés aux chrétiens et que le dimanche, en réalité, c'est le jour du vaudou pour les religions endogènes traditionnelles, ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui que les mardis et même mercredis, vous voyez dans certains temples, les gens se réunissent et ils sont en train de louer Dieu. Donc vous voyez ce que je veux dire. Moi, je voudrais poser une question à Armel. Dites-nous, il y a un intervenant qui dit, par exemple, que si l'État avait aménagé l'heure de sortie à 16h, cela permettrait au fond aux travailleurs de vaquer à d'autres occupations que d'attendre le salaire de l'État. Que vous inspire une telle assertion? En réalité, on a aménagé pour que les gens se reposent, pour qu'il y ait plus de rentable, enfin, qu'ils se montrent un peu plus productif pour l'État, pour qu'ils se reposent, qu'ils aient une bonne santé et tout le reste. Et ce n'est pas pour qu'on aille faire d'autres activités, ce n'est pas pour qu'on aille se trouver d'autres sources de revenus. Sauf que l'État ne donne pas ce qu'il faut. Parce que l'État qui donne 40 000 ou 50 000 francs à un fonctionnaire à Cotonou, l'État là est un État irresponsable. Et l'État, si cet État parle de corruption, cet État parle d'un agent qui serait allé travailler ailleurs pour gagner de l'argent, cet État n'est pas un État responsable. Parce que nous tous, nous savons que personne ne peut vivre à Cotonou, même si vous avez 2 enfants, avec 50 000 francs comme salaire, 60 000 francs comme salaire. L'État béninois ne donne pas le salaire qu'il faut, et donc l'État béninois ne saurait se plaindre du fait qu'on est allé chercher. C'est une question de survie. Évidemment, aujourd'hui, vous constatez que ceux qui sont à un certain niveau, au niveau de l'État, on a aménagé leur salaire, on donne des salaires aujourd'hui astronomiques dans la caisse de l'État. Et c'est dans cette même caisse qu'on dit qu'il n'y a pas de l'argent et que d'autres doivent serrer les ceintures au point de se faire couper la taille ou la hanche, je ne sais pas. Donc, mais est-ce que ce n'est pas en tenant compte de ça, justement pour éviter que le travailleur se donne à d'autres activités plutôt que d'être rentable au service, soit fatigué, que l'on a maintenu l'heure de sortie à 17h. Et n'oubliez pas, une expérience a déjà été faite au temps de la Révolution. On a constaté que les fonctionnaires abandonnaient le travail et se retrouvaient au Nigeria pour le commerce, et cela a négativement agi sur les performances économiques. Est-ce que ça ne répond pas justement à ce qu'Amel disait? Si l'État payait un salaire conséquent aux gens, ils ne vont pas aller chercher ailleurs. Dans ce que vous dites, il y a 2 choses. La première chose, il faut dire que l'heure de travail par jour, c'est 8 heures. Oui. Il faut pouvoir respecter ces 8 heures. Donc, quand vous parlez d'aménager à 16 heures tout le reste, vous devez tenir compte de ces 8 heures-là. Comment on fait pour qu'on puisse avoir une pause? Parce que quand vous ne donnez pas la pause du midi, c'est que vous faites dans la tricherie aussi. Parce que vous savez que les gens doivent aller manger. Et si vous ne leur donnez pas la pause, c'est que vous êtes en train de tricher parce que vous savez qu'en tout cas, ils vont laisser le travail en ce moment-là et aller manger. Donc, vous êtes obligé de donner cette pause. Deuxième chose, vous ne pouvez pas compresser ces 8 heures parce que ça fait un manque à gagner pour l'État. Nous ne pouvons pas dire que l'État ne paie pas bien et en même temps amener l'État, encourager l'État à prendre des dispositions qui ne vont pas lui permettre de gagner plus de sous. Et donc, à partir de ce moment, nous devons respecter les 8 heures de travail. Mais l'autre chose, pour régler le problème, il faut que l'État commence à payer un salaire responsable et raisonnable aux fonctionnaires. C'est tout. Dès lors que l'État fait ça, l'État pourra dire: vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. D'accord. Mais en temps normal, aujourd'hui, est-ce que l'État est fondé? L'État a la légitimité qu'il faut pour dire à un fonctionnaire de l'État ne va pas faire quelque chose d'autre? Je dis non. D'accord. Merci Armel. Nous sommes déjà en ligne avec le professeur Emmanuel Roncon. Il est professeur titulaire en gestion. Bonjour professeur. Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes en direct dans cette émission matinale Nopinda. Nous parlons, vous le savez, du réaménagement des horaires de travail dans l'administration publique béninoise. En tant qu'économiste et gestionnaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision qui a été prise? Ok, merci monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette belle initiative d'opiner sur des faits de société. Oui. Je pense que le réaménagement de temps de travail participe, n'est-ce pas, de l'alignement entre la vie professionnelle et la vie familiale. Je voudrais donc saluer cette initiative donc, du gouvernement de ce pays et en ce qui concerne, n'est-ce pas, cette réforme qui est faite, n'est-ce pas, dans l'administration publique. Alors, monsieur le journaliste, il faut remarquer que lorsqu'on regarde autour de nous, il n'y a que le Bénin seul qui a une pause de 2h30 minutes. Et donc, si ceci est réduit à 1h30 minutes, alors le gouvernement a finalement compris que le temps est une ressource clé et dont l'usage rationnel va nous permettre, n'est-ce pas, d'accroître la productivité des travailleurs. Mais les autres pays sortent à quelle heure? Les autres pays, je peux vous donner quelques exemples si vous le voulez. Oui, allez-y. Autour de nous, il faut remarquer que nous avions au moins 6 pays qui observent une pause juste de 30 minutes. Vous avez peut-être le Burkina, le Mali, la RDC, le Gabon, le Centrafrique, le Tchad. Et là-bas, c'est 30 minutes. Vous avez au moins 4 pays qui observent une pause d'1 heure. Par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana à côté. Et puis au Niger, tout près ici, ils observent une pause d'1h30. Et puis vous avez au moins 2 autres pays, le Togo à côté, qui observe une pause de 2 heures, Togo et Madagascar. Et puis vous avez d'autres pays qui ont opté pour, n'est-ce pas, les journées continues de travail. Donc ce qu'il faut remarquer, je voudrais vraiment qu'on comprenne un peu la décision, parce que le Bénin pour l'instant, dispose ni de l'or ni du pétrole. Et donc, ce n'est qu'en travaillant vraiment sur cette variable clé-là que nous pouvons vraiment aller de l'avant. La nature, pour l'instant, ne nous a pas encore révélé, n'est-ce pas, nos ressources de sous-sol. Et moi, je pense que l'usage rationnel du temps pourrait vraiment nous permettre vraiment d'atteindre les objectifs de rentabilité et de croissance. Moi, je pense qu'on peut faire d'abord confiance au gouvernement pour vraiment faire l'expérience en gardant vraiment cette réforme qui est proposée. Mais est-ce que vous pensez que le travailleur gagne concrètement quelque chose? L'objectif aussi est dit, c'est pour permettre justement aux travailleurs d'être en famille, de partager sa vie familiale avec ses enfants, sa femme, etc. Mais est-ce que vous pensez que cet objectif-là serait atteint? Bien sûr, monsieur le journaliste, le travailleur d'abord a toujours le souci de concilier la vie professionnelle avec la vie familiale. Le travailleur doit suivre les enfants. D'accord. Suivre les enfants suppose la présence des parents à la maison. D'accord. Avant la réforme, regardons un peu ce qui se passe avant la réforme. Avant la réforme, la sortie des parents était théoriquement à 18h30. Et puisque le travail n'a pas démarré à 15h00, certains travaillent jusqu'à 20h, voire même 21h. À ce moment, les petits-enfants, les scolaires de l'école primaire, quand ils rentrent à cette heure-là, fatigués, ils dorment. Les parents qui rentrent à 20h, 21h n'ont pas le temps vraiment de suivre l'apprentissage des leçons. Le parent n'a pas le temps de suivre les enfants, de voir si après le repas, l'enfant a le temps vraiment de travailler un peu lui-même. Donc l'encadrement manque. D'accord. Voilà ce que le travailleur gagne ici. D'accord. C'est très important. Ok. Vous l'avez dit. Donc, moi, je pense qu'en réduisant à 17h30, du sortir à 17h30, alors le parent a le temps d'aller récupérer lui-même peut-être ses enfants, les ramener à la maison ensemble. Et dans ce cas-là, les jeux brutaux, les promenades dans les rues, c'est parce que le parent va aller chercher lui-même ses enfants et rentre et suivre vraiment l'apprentissage des leçons. C'est fondamental pour notre société. Alors, professeur Onkou, dites-nous, les parents vont sortir désormais à 17h30, à partir de ce soir d'ailleurs, mais le corps enseignant, les écoles qui finissent les cours à 19h, les enseignants ne sont-ils pas des travailleurs du public? Les enfants qui vont sortir à cette heure-là, comment est-ce que les parents vont gérer cette situation? Non,
quand vous parlez de sortie à 19h, ça concerne déjà ceux qui sont dans enfin, cela ne concerne pas les écoliers, en fait. Ça concerne déjà ceux qui sont dans les grandes classes, dans les collèges, dans le premier terminal, et ceux qui sont vraiment dans les écoles, universités et tout ça. Maintenant, si vous n'avez que... L'encadrement qui manque ici, ou qui manque vraiment au niveau des parents, c'est l'encadrement des scolaires. Non, professeur, il semble qu'on ne se comprend pas. C'est-à-dire que les professeurs d'université, les professeurs des collèges sont aussi des agents de l'État. Pendant que d'autres agents de l'État sortent à 17h30, eux, ils sont obligés de sortir à 19h parce qu'ils ont cours jusqu'à 19h. On a déjà une situation de 2 poids, 2 mesures. Les parents qui vont sortir à 17h30 vont devoir attendre 19h pour aller chercher les enfants. Comment est-ce qu'on combine cette situation? Comment est-ce qu'on gère ça? Oui, je pense que dès la mise en œuvre de la mesure, je crois que ces insuffisances peuvent être progressivement corrigées de manière à ce que tous les acteurs intervenant dans le système de l'éducatif soient traités vraiment de la même manière. Je pense qu'on va y arriver, ça va réduire un peu les insuffisances vraiment à ce niveau. Mais on aurait dû prévoir justement cette insuffisance et prendre les dispositions qui s'imposent, vous ne trouvez pas? Oui, mais justement, si on met, vous savez, lorsqu'il y a une réforme sociale, je crois que c'est la mise en œuvre de la réforme qui va nous permettre vraiment de voir un peu progressivement les dysfonctionnements et de pouvoir vraiment les mesures correctives. On ne peut pas trouver une solution qui peut résoudre tous les problèmes à la fois. D'accord. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Roncon. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire des universités en gestion et économie. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, très bien. Monsieur Ogushina, nous revenons sur ce plateau. Oui, on nous fait de grands gestes de l'autre côté, ça va. Vous avez écouté la réaction du professeur qui a également noté des insuffisances. C'est à croire que, bon, la commission qui a fait les travaux n'a pas fait des propositions par rapport à cela. Pourquoi vouloir lancer une réforme alors qu'on sait qu'elle est porteuse d'insuffisance? Bon, c'est comme je le disais au début, que même si cette réforme-ci ne touche pas encore ceux qui sont dans les établissements et lycées, l'étude dit que ça permet d'engranger quand même quelques ressources en termes d'économies effectuées. Donc, c'est déjà ça, la réforme, première chose. Deuxième chose, c'est comme toute réforme, il va y avoir ce que les enseignants appellent une phase de rémédiation et ça peut permettre de faire des ajustements, d'évaluer, d'ajuster, de corriger ce qui ne s'est pas bien passé. Donc, pour moi, je me dis que c'est une phase expérimentale qui pourrait être corrigée chemin faisant avec les insuffisances notées de part et d'autre, avec les difficultés rencontrées dans l'application de cette mesure-là. L'important, c'est d'espérer que ceux qui nous gouvernent soient suffisamment ouverts aux critiques pour qu'un certain nombre de choses soient prises en compte pour que la mesure profite à tout le monde. Voilà. Et pour que la mesure profite à tout le monde, vous avez commencé à en parler quand mon collègue vous a posé la question sur la presse. Nous n'avons pas les mêmes horaires de travail. Est-ce à dire qu'il y aura désormais des heures supplémentaires qui seront payées aux agents? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Ah oui? Vous savez que dans la presse, au niveau du secteur de la santé, par exemple, les gens travaillent en quart. Voilà. Donc, il vaut mieux regarder les choses comme ça et regarder les 8 heures de travail par jour, en réalité. Encore que chez nous, dans la presse, c'est difficile de quantifier parce que avant et après, nous sommes toujours en train de travailler sur un produit, sur quelque chose, une production, et c'est toujours difficile à évaluer. Donc, si vous avez un problème de santé, que vous allez à l'hôpital après 17h30, les gens vont vous prendre en charge. La mesure n'a pas dit de fermer les hôpitaux. Non, mais là, vous faites très bien de choisir cet exemple de la santé parce que dans le communiqué que j'ai lu tout à l'heure, il est dit que tous les agents sont scrupuleusement appelés à respecter. Non, je crois que si vous lisez ça comme ça, en tout cas dans mon esprit... Le communiqué est libellé de cette façon. Je ne comprends pas ça comme ça. Et je pense que dans l'esprit de ceux qui ont rédigé ce communiqué, ils ne peuvent pas le comprendre comme ça, sinon ça va être l'hécatombe. Vous imaginez qu'on tombe malade après 17 heures, qu'on aille dans un centre de santé et qu'il n'y ait personne de santé. Donc pour moi, je pense qu'il s'agit de fonctionnaires, d'administratifs. Mais ceux qui ont l'habitude de travailler en quart, le monsieur il vient à 14 heures, il sort à 21 heures, ainsi de suite.
ils vont continuer par travailler dans cette position. Mais il aurait fallu donner une certaine ouverture à ce communiqué plutôt que de dire tous les agents publics sont en conséquence invités au respect scrupuleux de ces nouveaux horaires. Bon, je crois que ceux qui ont rédigé le communiqué peut-être viendront s'expliquer, mais pour moi et dans mon entendement, le communiqué ne veut pas dire que quand je vais à l'hôpital à 17h30, je ne suis pas prise en charge. Je dois être prise en charge, ça fait partie des droits élémentaires. Absolument. Et aussi je dois être prise en charge. Et l'organisation dans les centres de santé, l'organisation le permet. Parce qu'en dehors des administratifs qui travaillent comme les fonctionnaires, les autres, ils sont là, ils tiennent leur garde. Tout à fait. Et donc, les agents peuvent être pris en charge. Amel, on a entendu des agents de l'administration publique qui disent « Désormais, à 17h30 pile, je prends mon sac, et plus rien ne m'arrête, je m'en vais, quelle que soit l'urgence qu'il y a. » Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? Bon, finalement, vous venez à moi parce que je me retrouvais déjà comme téléspectateur sur le plateau. Bon, allons-y alors. Non, mais je crois qu'on ne va pas faire de l'esprit. On va pas faire de l'esprit. Avant, c'était rigoureux, midi 30, 15 heures. Et pourtant, on travaillait à des heures. On travaillait du matin jusqu'au soir. Parce qu'il faut comprendre, en arrivant dans une maison de médias pour travailler, vous devez comprendre que les gens suivent la télévision à tout moment. Et donc, il faut produire des émissions à tout moment. C'est la même chose pour les questions de santé. Et je crois que c'est vrai, on peut reprocher à la loi de ne pas laisser une ouverture pour les spécificités. Mais dans le même temps, on doit pouvoir comprendre qu'une loi, ça prend en compte d'abord les généralités et au niveau des spécificités, on prend d'autres dispositions pour les spécificités. Et donc, le problème ne se pose pas, à mon niveau, le problème ne se pose pas du tout. Vous avez évoqué une question de lacune. Pourquoi on laisse quelques lacunes et on va corriger après? Tous les tests dans le monde fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, on définit d'abord des normes, on suit les tests, on voit les faiblesses, on corrige au fur et à mesure. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons rapidement passer à la lecture des messages. Vous êtes pressé de me prendre la parole, mais tout à l'heure, vous n'étiez pas pressé de me donner la parole. Ahmed de Soukago, vous êtes un habitué du plateau. Mais je ne suis pas téléspectateur. Non, pas du tout. Vous dites de très belles choses. Et comme c'est pour la première fois, il ne s'agit pas de me qualifier. Je dis, donnez-moi du temps de parole. Non, je sais que c'est pour nous taquiner que vous le dites. Nous allons rapidement lire les messages parce que le temps, il file. Ouais, absolument. Il y a Romary Kenouboyo qui a dit ceci. Salut, ici, on va tous s'y habituer et vivre le retour aux habitudes actuelles d'ici 6 mois. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Et il dit parce que je trouve que le décalage est trop peu. On aurait dû opter pour des journées continues jusqu'à 16h30 avec 1 heure de pause. Le boulot commence à 7h. Et mieux, l'administration serait plus efficace et nous aurions un peu plus de temps à consacrer au ménage. Un autre message qui dit ceci, il aurait fallu réfléchir à tous les paramètres avant d'annoncer les nouveaux horaires. Moi, j'aurais souhaité que la journée finisse à 16h ou 16h30 pour un changement significatif. 17h30 n'est pas assez décalé de l'actuelle version pour que je puisse espérer voir les pères rentrer un peu plus tôt. Bon, voilà, attendons de voir. Et il y a un autre qui dit, en revoyant l'heure de sortie du boulot, on est déjà heureux de savoir que les travailleurs ne sont pas oubliés. Cependant, je partage l'avis de ceux qui ont écrit avant moi et qui estiment que fermer les bureaux à 16h aurait été l'idéal. Ainsi, les parents pourront rentrer tôt et passer plus de temps avec leurs enfants et mieux les suivre d'ailleurs. Car l'un des problèmes majeurs qui occasionne le fourvoiement des enfants et adolescents, c'est le manque de temps des parents pour les enfants dû au travail et aux obligations sociales des week-ends. Ce qui est sûr, après quelques mois, tout le monde s'habituera à cette nouvelle règle. Un autre message qui dit ceci, moi j'aurais voulu que ce soit 16 heures de sortie, l'heure de sortie. Il n'y a pas de différence entre 17h30 et 18h30. L'autre chose est qu'il existe des entreprises qui ne pourront pas respecter ces horaires du fait de leur spécificité. Les organes de presse, par exemple. Le gouvernement est-il prêt à
payer les heures supplémentaires quand le travail oblige à rester au-delà des nouveaux horaires? Voilà la question. Déjà des revendications que cette décision suscite. Nous sommes déjà pratiquement à la fin de, de ce débat. Armel Dossoukago, je vais vous laisser la parole pour votre mot de fin. Faire des propositions en tant que syndicaliste aussi qui doivent concourir à l'amélioration de cette décision que vous aussi vous avez saluée à l'entame de votre intervention. Oui, la première chose, je voudrais dire à ceux qui ont écrit ou ont envoyé des messages, on ne peut pas prendre tout en compte. La deuxième chose, ramener l'heure à 7 heures, nous allons retomber dans le même travail. Il ne faut pas déplacer le problème. Lorsque vous parlez de 7 heures, ça veut dire que des gens doivent se lever à 5 heures du matin, de la maison à 4 heures du matin. Je crois qu'on n'aurait pas réglé le problème. Parce que le problème, on l'a déjà dit, c'est d'abord être avec les enfants. Deuxième chose, il faut que le fonctionnaire se repose assez pour être productif et tout le reste. Il faudrait que nous restons. Et je crois que si on doit rester dans cette logique-là, 8 heures à partir de 8 heures ou dans le pire des cas à partir de 7h30 au plus. Mais finalement, au niveau de l'Organisation internationale du travail, est-ce qu'il ne faut pas réduire l'heure de 8 heures à 7 heures de travail pour que cela soit universellement oui, mais le problème que ça pose, c'est que, et quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, nous ne sommes pas un pays riche. Et nous avons un budget essentiellement fiscal. Oui. Et vous savez que c'est tant que les fonctionnaires travaillent, que nous aurons des ressources. Tout à fait. Dès qu'on ferme le port, c'est-à-dire le week-end, par exemple, nous avons beaucoup de manque à gagner si le port ne fonctionne pas. Parce qu'il y a les bateaux qui sont là, qui peuvent déverser et nous allons prendre des ressources, mais nous ne pouvons pas le faire parce que les fonctionnaires sont au repos. Et donc, lorsque vous élargissez le temps de repos, c'est que l'État perd en termes de ressources. Et nous ne pouvons pas demander que l'État nous donne plus d'argent et demander, et dans le même temps, travailler à ce que l'État gagne moins d'argent. Donc, il faut quand même essayer de trouver la formule. Par exemple, là, pourquoi ne pas diminuer encore 30 minutes sur l'heure de pause et ramener ça à 17 heures, par exemple? Ça encore, c'est possible à mon niveau. Mais comme je vous le dis, il faut tenir compte des arguments que j'ai avancés au début, c'est-à-dire que dans les villes autres que Calavi et Cotonou, les gens rentrent à la maison, donc il faut qu'ils aient le temps. Et même à Cotonou et à Calavi, les boulots où les gens n'ont pas de cantine, il faut bien que les gens se déplacent, aller manger et revenir, parfois sous le soleil. Et donc, quand ils reviennent, il leur faut quand même 15 minutes, 30 minutes pour fermer les yeux, pour être encore plus en forme. Donc, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Ahmed Dossoukago, notre chef d'édition, nous fait de grands gestes. Le temps est parti. Oui, le temps est parti, mais je vais permettre à M. Koundé d'avoir son mot de fait aussi. Non, je pense que c'est une décision qui est salutaire, que nous ne perdons rien à l'expérimenter, et qu'on ait le courage de corriger les faiblesses que l'application va révéler pour que tout le monde trouve son compte, comme je l'ai dit. Donc, voilà ce que j'ai à dire en guise de conclusion. Infiniment merci, Koundé Ogouchina. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de la Radio Nationale du Bénin. En face de vous, il y avait Armel Dossoukago. Il est syndicaliste. Tout à fait, il est membre du syndicat de notre maison. J'oubliais le titre, son titre. Oui, c'est Trappe Bénin. Voilà. Oui, secrétaire aux revendications syndicales. Voilà. Tout à fait. Nouvelle mandature. Oui. Merci à vous. Nous allons marquer une pause, le temps de raccompagner nos invités, mesdames et messieurs. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Voilà, le débat, il était chaud tout à l'heure, mesdames et messieurs. C'est ça. En tout cas, on est tenu de se conformer aux nouveaux horaires de travail dans l'administration publique, quitte aux autorités, à l'État de revoir, donc de tenir compte des observations qui sont faites pour son amélioration.
Alors, après cette pause, nous allons découvrir les us et coutumes que beaucoup aiment d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous sommes en milieu Gon, mesdames et messieurs, Alain, nous sommes en milieu Gon. Nous allons voir pourquoi il est interdit de marcher sur les restes de repas en milieu Gon. Il est interdit de marcher sur les restes de repas. On verra bien les raisons qui sous-tendent une telle pratique. Voici ces coutumes, mesdames, messieurs. Il nous est interdit de marcher dedans. Donc dans notre cour, là où on doit passer, nos mamans, nos sœurs ne doivent pas verser de fond de marmite, comme ça. Mais moi, je vois un aspect de propriété. Parce que s'il est autorisé de verser un peu partout, imaginez la cour commune où il y a plusieurs constructions, si tout le monde peut jeter à gauche, à droite, la cour n'est pas propre. Ah, dans ma maison, on respecte. Je ne veux pas transgresser pour voir ce que ça va donner. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans une maison familiale. Donc, j'en ai vu. Il y a eu des séquelles. On a dit, c'est à cause de ça. Et les personnes ont été soignées. Quand tu le fais, il y a des boutons qui apparaissent sous forme de gale ou teigne. Donc ça t'attaque la peau. Ça, j'en ai vu. Mais je sais que l'hysope intervient décrément. C'est ça qu'on dit, décrément ou bien roulement. Ça intervient pour enlever des mauvais sorts et autres, ça intervient beaucoup. Donc chez moi, c'est respecté. Lorsque même mes enfants oublient aujourd'hui, je leur rappelle, non, attention, évitez de faire ça. Est-ce que nous respectons pleinement? Mais nous sommes devenus des hybrides. Nous ne sommes ni dans les mosquées, ni à l'église, nous ne sommes ni à la maison et on est au milieu. C'est dangereux. Il faut qu'on retourne à nos origines. Il n'y a pas de développement pour nous sans la considération de nos origines. Il faut qu'on en soit conscient. Aujourd'hui, il y a des courants de religion, de christianisme, même si tu manges le haricot rouge ou bien le blé rouge, tu es Satan. On oublie même que les médicaments, que ce qu'on nous sert à la pharmacie, que les vrais médicaments sont à la base des feuilles. Et quand nous allons faire des feuilles, et tu es Satan, on te classe et te classe. Et il faut qu'on puisse faire la part des choses. L'amalgame que nous faisons là, c'est pas bon. Et nous devons redescendre, connaître nos cultures. Et voilà, nous étions en milieu Gon, nous avons eu les explications par rapport à cette interdiction de marcher sur les restes de repas en milieu Gon. Oui. Et vous avez entendu, vous marchez sur les restes de repas en milieu Gon et puis vous avez des boutons sur le corps. D'ailleurs, ce n'est même pas bien de s'amuser avec le repas. Ouais. Alors, un reste de repas, on peut en prendre soin et puis le réchauffer, on va bien manger. Alors, maintenant, si c'est des miettes qui tombent par terre et puis bon, voilà, c'est tombé par mégal, il faut balayer, nettoyer la maison et ne pas marcher dessus. C'est aussi une question d'hygiène. Voilà, chaque ethnie, chaque groupe, chaque peuplade avec ses pratiques, ses us et ses coutumes, justement. Et donc, je ne sais pas, un Nadia peut marcher sur un reste de repas, ça ne va rien lui faire. Oui. Mais si c'est un Gon, il va avoir des soucis parce que dans son milieu, dans
dans son ethnie, cela ne se pratique pas. Voilà. Il faut donc respecter les coutumes. Oui, il faut respecter les coutumes. Nous disons merci à Fulgencia qui nous a permis d'avoir justement ces us et coutumes, cette rubrique que certains affectionnent particulièrement. C'est l'occasion de dire merci aussi à Christian Dior, notre confrère du Cameroun, et Messanvi Assogbagay, je crois, j'ai écorché son nom tout à l'heure. Les messages qu'ils ont envoyés, ils disent, hier par exemple, j'ai pu apprendre qu'il est très courant dans votre travail de voir les femmes enceintes être exclues de la consommation de bananes plantains, de peur de voir la fontanelle apparaître chez l'enfant. Et ils disent, je suis de ceux qui pensent que nous sommes la vitrine de notre pays à l'échelle nationale et internationale. Donc si on vend notre pays comme une merde, nous serons traités comme tels. Par contre, si nous donnons de la valeur, nous en recevrons en retour. Ils ont totalement raison et c'est ils ne sont que les porte-voix des millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui nous envoient des messages. Merci. Et nous sommes contents, nous sommes confortés et heureux de savoir que nous apportons notre petite pierre donc à l'édification de notre pays, au développement du tourisme dans notre pays. Et il va falloir que le gouvernement nous donne assez de moyens pour continuer le travail. En tout cas, c'est ce que nous faisons et nous allons rester dans la même dynamique. Nous étions en milieu Goun tout à l'heure pour les us et coutumes. Coïncidence pour coïncidence, prénom. Bon, nous restons en milieu Goun pour découvrir un prénom. Le prénom africain du jour. Après ceci. Oui, celui que nous recevons aujourd'hui est ressortissant de l'ère culturelle Goun, Hugues Zinsou Aden. C'est bien ça. Bonjour. Bonjour. Chers collègues. Comment vous allez? Je rends grâce. J'informe les téléspectateurs qu'il est journaliste ici à l'ORTB. Tout à fait. Principalement sur Radio Bénin Alafia. Voilà. La radio qui fait notre fierté avec 14 langues nationales. Tout à fait. 18 langues nationales. 18 langues nationales. Ah, ben voilà. Oui, vous êtes en retard. Je suis en retard sur les événements. Alors, nous commençons déjà par vous souhaiter une joyeuse année, une heureuse année. Vous êtes le premier à ouvrir donc le bal des prénoms africains sur Nopiden cette année. Et ce matin, vous avez décidé de parler du prénom Zinsou. Merci beaucoup, chers collègues. Comme par hasard, lui-même s'appelle Zinsou. C'est l'œuvre de Dieu. Comme nous sommes à l'orée de la nouvelle année, moi-même, je vous présente mes voeux de bonne et heureuse année. Merci santé beaucoup. Et beaucoup de promotion. Merci. Surtout ça. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous parlons de Zinsou. Alors, Zinsou, bon, pour ce que nous savons, Zinsou, c'est un prénom de jumeau. Est-ce que c'est cela? Très bien. Donc, vous êtes jumeau? Je suis jumeau. Ah, d'accord. En plus, hein? Donc, je vais parler de ce prénom endogène. Alors, dites-nous alors un mot sur les Zinsou. Très bien. Zinsou, comme vous l'avez souligné, c'est un prénom endogène d'un jumeau. Lorsque deux enfants naissent, et ces deux garçons, vous avez Zinsou et Sagbo. Donc, celui qui sort le premier est appelé Zinsou. C'est le second qui est appelé Sagbo. Si c'est un garçon et une fille, comme mon cas, vous avez Zinsou et Zinhui. La fille est appelée Zinhui. D'accord. Si c'est deux filles, c'est Tété et Maï. Vous voyez? Donc, à la naissance, comme c'est des jumeaux, 3 jours en milieu Goun, les oncles et les tantes font appel à un prêtre de Fa qui procède à une consultation pour pouvoir déterminer les raisons pour lesquelles ces enfants sont apparus dans la famille. Vous voyez? Parce que, bon, on se dit, la maman, c'est avec un rapport sexuel qu'on a eu 2 enfants. Donc, c'est un peu extraordinaire. Ça sort de l'ordinaire. Donc, après la consultation, on demande les tantes, les oncles, pourquoi les enfants sont arrivés. Et en milieu Goun, c'est vrai, la présence des jumeaux dans une famille peut être significative ou non. Les jumeaux peuvent venir, Zinsou et Sagbo, Zinsou, Zinhui, Tété et Maï si c'est des filles,
peuvent venir pour mettre la paix. S'il y a des mésententes au sein de la famille ou bien des crises entre le papa et la maman, le jumeau peut venir. Mais Dieu décide aussi autrement. Et ces jumeaux fonctionnent comme des oiseaux qui peuvent s'intéresser à n'importe quel arbre. Donc, ils peuvent venir à tout moment dans n'importe quelle famille. Dans n'importe quelle famille. Donc, ce sont eux-mêmes qui décident dans notre tradition. Mais donc c'est vous qui avez décidé de venir dans la famille avec. Mais quand vous dites ça, par exemple, il y a des familles où on a l'impression que faire des jumeaux est une affaire héréditaire. Le jumeau fait des jumeaux, ses enfants jumeaux font des jumeaux, et puis bon, voilà. Ça, c'est la science, c'est le blanc qui arrive à parler des chromosomes, tout ça là. Non, dans notre tradition, les jumeaux viennent pour régler un problème. Ou bien pour mettre la paix. C'est pourquoi ils n'aiment pas rester là où il y a des mésententes. D'accord. Maintenant, est-ce que vous, puisque vous avez choisi la famille Adène pour venir, est-ce que vous avez su ce pourquoi vous êtes venu dans cette famille aujourd'hui? Oui, bon. Les parents vous ont conté l'histoire? Oui, je sais que ma maman m'a raconté un peu quand même comment les choses se sont passées à notre naissance, les rites gémelets qui ont été effectués, tout ça. Donc, notre arrivé dans la famille avait créé l'entente, l'union. Alors, quand c'est comme ça, est-ce que dans sa vie d'adulte, le Zissou ou bien sa seconde sont des personnes qui appellent à la paix? Est-ce que la paix les caractérise dans leur vécu quotidien? Le plus souvent, oui. Le plus souvent, oui. Vous voyez, avec les jumeaux, vous allez voir un qui est un peu turbulent, un qui est un peu calme. Vous voyez. Mais dans 80% des cas, ils prônent la paix. Ils n'aiment pas des discordes. Lorsqu'il y a du bruit, ils font tout possible pour mettre la paix. Et parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à mettre la paix, il paraît qu'ils se retournent. Oui. On dit qu'il y a un qui est parti et il s'est fâché. Il est allé dans la forêt. Aller chercher donc il faut reprendre encore sa seconde. Vous voyez, ma seconde n'est plus, mais on m'a fait ce que vous appelez statuette en français, parce que moi je ne vois pas comme ça, c'est notre tradition. J'ai du mal à dire que c'est statuette, mais je dis que c'est ma seconde. Parce que pendant des années, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ma seconde. Il faut donc respecter les jumeaux. Il faut respecter, il faut les vénérer. Si vous les vénérez, vous avez toujours le bonheur. Ils donnent le bonheur. C'est ça. Oui. Ceux qui aiment les jumeaux, vraiment, ils ont le bonheur. Oui. Moi, je les aime. J'aime bien les jumeaux. J'en voulais même en faire, mais bon, j'ai fini. Non, je pense que vous allez en faire. Vous allez en faire cette année. Non. Avant la fin de 2020, vous allez vous annoncer la vie est chère. La vie est chère. Notre manger. C'est tout. Ce que nous aimons le plus, c'est du haricot. D'accord. Huile rouge. Oui, huile rouge. Merci beaucoup. On aime ça. Merci, Hugues Zissou, d'être passé dans cette rubrique prénom africain. Nous avons pu mieux comprendre le prénom Zissou, que vous incarnez d'ailleurs. Merci beaucoup. Vous restez avec nous. Nous allons ensemble voir la capture du jour. Et aujourd'hui, notre chef d'édition, Claude Adigli, nous a choisi une vidéo qui colle à l'actualité. C'est vrai que le 1er janvier est passé. Mais nous restons dans l'esprit de la fête. Nous restons dans l'esprit de la fête et nous allons ensemble découvrir justement cette image de la capture. Jello. Et vous avez compris. Oui, c'est pas possible. Oui, c'est toujours la fête. Hein. C'est comme ça on ouvre le vin. Voilà, c'est ça. Quand vous offrez de la boisson, il faut expliquer aux gens comment on ouvre. Expliquer. Non, je suis sûr que la fête a été tellement belle. Elle a déjà avalé quelques. Non, pas du tout. Mais là, elle ne sait pas. Elle a pris une machette pour ouvrir du vin. Elle n'a jamais vu quelqu'un ouvrir. Mais comment peut-on offrir du vin à
des gens qui n'en ont pas connaissance. Non, le vin, c'est une monsieur, c'est vrai que Vous dans un avez milieu bien goût... dit, lorsque vous offrez à quelqu'un, il faut lui montrer comment l'ouvrir. Comment ça se passe. Et principalement, lorsque vous leur offrez du vin, il faut leur offrir également le petit bouchon. Et Oui. vous leur Et leur montrer montrer comment faire. Ah oui. Sinon, nous allons demander à notre réalisateur, Ange Nicaise Dorego, d'agrandir l'image pour qu'on puisse encore voir. Ça fait rire. C'est déjà arrivé. Hein. Et c'est pareil pour le champagne, par exemple. Oui. C'est déjà arrivé à un mariage où Oui. le gars ne savait pas ouvrir le champagne. Oui. Et pendant que comment le discours allait, lui, il a ouvert le champagne. Le truc va faire pour il a lâché la bouteille. Il a pris peur. Il a pris peur. Il a lâché la bouteille et puis le champagne s'est retrouvé. Et c'est avec une machette en plus. En plus, ouais, justement, c'est ça la question. Pour ouvrir le vin, le vin. L'essentiel, il faut voir le contenu. Ben, le contenu est parti, justement. Regardez, le Ben contenu voilà, est parti. le contenu est parti. Oh non, elle a gâché la marchandise comme ça. Ah ben oui, et quand on sait que Rock est un bon amateur de bon vin, Ah oui, oui, en oui. tout cas, ça c'est un gâchis. Mais il paraît que c'est chez vous on fait ça. Ah oui? Non, je ne crois pas. Puisque toutes les fois que nous avons pris du vin, vous savez comment on l'ouvre. Hein? Bon, donc voilà. D'accord, non, c'est pas Allez, là-bas, c'est juste pour taquiner. Tout à fait. Merci non. beaucoup. Chez nous, on sait consommer du bon vin, on sait l'ouvrir. Ouais. Et je suis sûr que chez Aden aussi, c'est pareil. Oui, je viens de la ville capitale. Non, ce sont les Goldman. Voilà. Merci beaucoup, Hugues Aden. On va se retrouver demain pour un autre numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Alors, puisque nous sommes lundi, nous allons rapidement passer à l'instant écho. Et Alain, vous avez voulu nous parler du moringa aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du moringa. Mesdames, messieurs, moringa, vous en avez entendu parler. Le moringa, parfois appelé arbre de vie ou arbre du paradis en raison de ses vertus environnementales, médicinales et alimentaires exceptionnelles, le moringa est un arbre à usage multiple dont les feuilles, les fleurs, fruits, écorces et racines peuvent être consommés directement. Originaire d'Inde et du Sri Lanka, elle est maintenant acclimatée dans presque toutes les régions tropicales. Moringa oleifera, de son nom scientifique, est un arbre à croissance rapide à feuillage caduc qui peut atteindre une hauteur de 10 à 12 mètres pour un diamètre de tronc de 45 cm. Les graines sont aussi utilisées pour purifier l'eau comme détergent ou comme plante médicinale. La floraison peut se produire dès les 6 premiers mois suivant la plantation. Selon les conditions saisonnières de température et de pluviométrie, le moringa peut se produire 2 fois par an, voire toute l'année. Le fruit du moringa est une longue capsule pendante, trigone, marron, contenant des graines huileuses garnies de 3 ailes. Le fruit devient brun foncé à maturité, mesure de 20 à 45 cm pour un diamètre d'environ 1 cm et peut contenir une trentaine de graines. Les feuilles du moringa sont la partie la plus nutritive de la plante. Des analyses nutritionnelles ont montré qu'elles sont plus riches en vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, A, C et E. Les feuilles de moringa sont également riches en minéraux tels que potassium, calcium, magnésium, fer, manganèse, sélénium et protéines que la plupart des légumes. Elles contiennent des acides aminés dont les acides aminés essentiels isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, tréonine, allez, beaucoup donc c'est beaucoup ça, hein? beaucoup d'acides aminés. Oui. Elles contiennent, les feuilles donc, 2 fois plus de protéines et de calcium que le lait, autant de potassium que la banane et autant de vitamines A. C'est dire donc que le moringa, la feuille de moringa est une feuille de la vie.
très nutritive et aujourd'hui, surtout le moringa produit au Bénin est exporté. Les graines de moringa sont exportées. Le moringa béninois aujourd'hui est une industrie carrément. Oui. Quand vous mangez de ce légume, on fait la bonne sauce avec des feuilletins. Vous vous soignez. Vous vous soignez. Ouais, à la même occasion. De beaucoup de maladies. Ouais. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Alain. C'est moi. Oui, le temps il file tellement vite que nous ne le voyons pas passer. Il est déjà revenu. Et il nous a promis beaucoup de choses depuis. On a commencé à rigoler. Il est là encore, Bratier. On a démarré cette année humoristique avec l'humoriste Bratier. Oui. Et vous l'avez constaté, il est encore là. Alors, Bratier, dans son style particulier. Vraiment particulier. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est répu de la viande du chat de son voisin. J'espère qu'à la descente de l'émission, son voisin ne l'attend pas au portail. Bon, moi, quand j'entends les gens dire qu'ils ont fait 5 ans, 6 ans dans une même école, ça me fait rire. Parce que moi, je n'ai pas eu la chance de finir une même année dans une école. Pourquoi? Parce que vous Au primaire, il y avait toujours une situation qui me faisait partir. Soit c'est mon papa qui m'enlève de là, soit c'est le directeur qui me renvoie. La dernière fois que j'ai été renvoyé, on était en classe quand le maître m'a demandé de conjuguer le verbe mourir au futur. J'ai commencé par tu mourras. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La conjugaison, tout le monde sait qu'on commence par le pronom. On commence par le pronom je. Pourquoi vous qui est con? Et donc le mec là. On m'a encore renvoyé. Tu mourras. Non, je me suis débrouillé. Non mais, au fond, quand il a dit tu mourras, il n'a pas commis de problème. J'ai rien fait de mal. Je ne sais pas pourquoi vous me renvoyez. Mais non, vous avez choisi sciemment parler au maître. Il y a de ces verbes qui doivent, qu'on doit revoir et qui doivent être conjugués à des formes impersonnelles. C'est ça. Comme pleuvoir. Oui, voilà. Il pleut. Voilà. J'ai finalement eu mon BPC, je suis allé au collège. Voilà encore un autre problème, la mathématique. Même à l'examen, tu lis le preuve, tu réponds aux questions. La mathématique vous a aidé à manger le chat du voisin, mais on n'a pas oublié. Tu lis le preuve, tu réponds aux questions. Tu sais très bien que ce que tu écris est faux. Mais tu réponds, tu encadres même les résultats. Parfois, on est obligé de tricher. Ce qui fait que quand on va à l'examen, parfois on échoue. Il y a certaines personnes qui déménagent et qui... Aujourd'hui, il ne faut plus tricher. La tricherie envoie des gens en prison désormais. Il faut faire très attention. Ils changent d'école à tout moment, oubliant que c'est la même tête qui se déplace. Moi, le fils de mon voisin, à la fin de l'année, il a calculé sa moyenne et il s'est retrouvé à 9,99. Donc il devait avoir 10 forcément. Ça, c'est 9 fort. Voilà. Donc il calcule, il voit 9,99. 9,99. Donc il a démonté la calculatrice, il a vu un cafard dedans. Il a pourchassé le cafard, heureusement pour lui, il est parti. Donc il revise maintenant la calculatrice, il recalcule, il se retrouve à 515. C'est le cafard. Donc c'est le cafard qui était la cause de l'erreur de la calculatrice. Tu veux maintenant chercher le cafard. Il ferait mieux de changer de calculatrice. Et il ferait mieux de bien travailler en réalité que de calculer sa moyenne. S'il travaille bien, il met la note qu'il a obtenue. La calculatrice va lui sortir sa moyenne normale. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Bratier. Merci à vous. Merci. Et surtout, ne faites plus ce que vous avez fait au chat du voisin. En tout cas, les téléspectateurs vous réclament souvent. Donc, oui, ça c'est le lieu de vous le préciser. Prendre l'engagement de venir régulièrement leur faire marrer parce que même en dehors du Bénin, parce que les gens aiment regarder cette émission, démarrer leur journée en beauté dans la gaieté, il y a des humoristes dont vous faites partie qu'ils veulent que vous veniez régulièrement sur ce plateau. Parce que là, dans la simplicité, donc, ça fait rire. En direct, prenez l'engagement. Nous, on se tait. Voilà, lui, n'a qu'à prendre son engagement. Bon, ce serait possible si je suis disponible, mais bon, actuellement, je ne suis pas trop disponible. Donc, je ferai l'effort d'être toujours là. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bratier. Et vous restez avec nous. Nous allons... Vous savez danser? Bon, je fais l'essai parfois. Vous connaissez Ramon? Oui. Elle est belle, non?
Oui. Oui. Vous l'avez déjà vu une fois? Au moins, vous dansez. Je crois, à un concert. Un concert. Et vous lui avez dit qu'elle était belle? Non, je ne suis même pas allé la voir. Vous avez peur des femmes? Non, même pas. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Très bien. C'est elle que nous allons accueillir, c'est elle qui nous chante Biowa. Elle chante la bénédiction sur tous nos projets tout au long de cette année. Elle nous souhaite une année nouvelle, une bonne année. C'est ainsi que nous mettons un terme à cette émission. Nous disons merci à toute l'équipe technique de l'autre côté, conduite ce matin par Ange Niquez Dorego, derrière la caméra Igor Ayosom, et puis à l'infographie Robles Avonzoncan. Au son, nous avons Patrick Niemavo, alias Papa V. Voilà, notre chef d'édition du jour, c'est Claude Adigli. Et puis, merci à Viviane Lasson, notre maquilleuse, toujours fidèle au poste. Et à Isaac Noudédo, le monteur qui a assuré le montage de tous les éléments diffusés dans cette émission. Bonne suite de journée à chacun et à tous et à demain. Bonne année à tout le monde.